Bonjour et ravi de vous retrouver dans Réussite d'entreprise. Elle aurait voulu être spationaute et elle pilote aujourd'hui l'entreprise qui a inventé la machine à coudre il y a près de 150 ans et qui fabrique maintenant des machines d'emballage souples. Sylvie Guinard, PDG de Timonier, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons retracer votre parcours, mais aussi celui de Timonier. Vous êtes arrivé voici une quinzaine d'années. Vous nous expliquerez comment vous avez pris le pouvoir dans cette entreprise familiale où les successions s'organisaient entre hommes jusqu'alors. Vous nous direz comment vous avez relancer une entreprise proche à un moment du dépôt de bilan. Nous évoquerons aussi l'industrie du futur, un sujet qui vous passionne, vous qui êtes aussi vice-présidente de la Fédération des industries mécaniques au niveau national. Et puis nous lèverons le voile sur votre passion pour le chant choral. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Réussite d'entreprise, mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Sylvie Guinard, vous êtes donc lyonnaise de naissance, scolarité à Lyon, lémariste, début de la mixité en seconde, pas beaucoup de filles à cette époque dans la classe. Dire. Oui, nous devions être à peu près 6 filles sur les 6 classes de seconde, effectivement, chez les maristes. Voilà, jusqu'à 18 ans donc à Lyon, et puis vous allez quitter Lyon très vite. Je monte à Paris directement parce que ce qui m'intéresse, c'est le monde spatial. Et je pars faire une école d'ingénieur mécanicien dans le spatial. Voilà, l'école c'est l'ESTACA, l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Donc l'envie d'être spationaute. Oui, il y a beaucoup de métiers que j'aurais adoré faire. Mais effectivement, un des métiers que j'ai retenu pour mes carrières futures était l'approche du monde spatial. Et parmi nos spationautes français, on avait un ingénieur en spatial et un médecin en spatial. Et donc, mon cœur a porté sur le côté ingénieur. Voilà. Ça aurait pu être médecin aussi. À l'époque, c'était compliqué quand on était une femme d'être spationaute. Alors, mais ça l'est toujours. Hein. C'est très, très compliqué. C'est vraiment. Il y a eu Claudie Ignoret quand même. Oui. Alors, en fait, je ne pense pas forcément que ce soit le fait que d'être une femme. C'est très compliqué d'être spationaute tout court. Mais après, il y a très peu d'élus. Et puis, mais après, c'est vrai que c'était quelque chose d'envisageable aussi. Mais ce n'était pas le fait d'être une femme spationaute, c'était le fait de partir dans l'espace, c'était le fait d'explorer, d'envisager de pouvoir explorer l'univers. C'était complètement différent. Alors vous trouvez un mari à l'école d'ingénieur et vous partez avec lui dans l'Est de la France, c'est ça? On trouve tous les deux notre première carrière professionnelle dans l'Est de la France, oui. Lui dans le monde ferroviaire et moi dans le monde spatial. Voilà, le premier poste c'est Teclam, vous êtes ingénieur d'études, chef de projet dans le spatial, la défense, l'offshore, le ferroviaire. Exactement. Donc là, c'est une entreprise, donc Teclam, Technologie Délamifiée, c'est la contraction. C'est une toute petite entreprise qui avait été créée à l'époque par la Société Européenne de Propulsion et puis par Rollin, qui était une société qui travaillait les caoutchoucs, les élastomères. Et cette entreprise faisait des pièces pour des applications très critiques, et en particulier pour Ariane 5, pour le monde spatial. C'est pour ça qu'ils sont venus m'embaucher. Mais pour les plateformes offshore, pour les chars d'assaut, pour le sous-marin d'attaque nucléaire, pour des grues, pour des engins de travaux publics, voilà, donc très très variés. 2001, une entreprise lyonnaise, Renault Véhicules Industriels. Vous êtes responsable de la validation de la gamme légère, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le premier véhicule considéré dans la gamme camion de RVI. Donc là, qui a été un passage de 9 mois en attendant de ma rentrée pour pouvoir reprendre mes études pour faire un MBA. Donc voilà. J'avais 9 mois à utiliser, je les ai utilisés chez eux. C'est le retour à Lyon, donc qui n'était pas forcément prévu, mais votre mari est nommé à Lyon et vous le suivez forcément. Alors, forcément, non. Je n'irai pas jusque-là. Il m'a quand même laissé le choix. Non, c'est un choix qu'on a fait en commun, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il avait eu cette promotion sur Lyon et on s'est posé la question et je lui ai dit « Ok, je te suis ». Donc effectivement, j'ai démissionné pour le rejoindre. Mais enfin, en même temps, aujourd'hui, c'est un peu moi qui le bloque sur Lyon aussi. Donc. Vous êtes ingénieur d'affaires et là, vous galérez pour trouver un job, pour parler clairement. Alors, c'est même pas galérer, c'est que ce job n'existait pas sur Lyon en l'an 2000. Aujourd'hui, quand on parle d'ingénieur d'affaires ou gestion de projet, on a l'impression que ce métier a toujours existé. Et 17 ans en arrière, sur Lyon, ce métier, il n'existait pas. Et en particulier, d'envisager de gérer des affaires quand on n'avait pas 35 ans de bouteilles d'expérience, et puis en plus, quand on était une femme et qu'on avait 30 ans, c'était juste quelque chose d'inenvisageable. Voilà. Et là, il y a un recruteur qui va vous le dire très clairement. Ah, très clairement. En m'expliquant que je suis une femme, que j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai pas encore d'enfant, donc je n'ai absolument aucune chance de trouver un job dans cette branche-là. Et là, vous me dites, je vais créer ma boîte. Bah oui.
je me suis dit, je ne vais pas rester sur le carreau, j'ai des compétences, donc autant essayer de les utiliser. Donc je me suis dit, le marché du travail ne veut pas de moi, je vais me faire mon marché du travail. Et là, votre grand-père, qui est le patron de Timonier, vous propose de rejoindre l'entreprise familiale. Voilà, et donc pour la première fois, j'entends parler de l'entreprise familiale. Ma génération... Première fois, vous dites? Oui. Vraiment. C'est fou, ça. Vraiment, parce que dans l'esprit de mon grand-père, il était déjà parti sur le fait que les directions futures de l'entreprise seraient gérées par des personnes extérieures à la famille, puisque dans son esprit, il fallait obligatoirement être ingénieur pour pouvoir envisager de diriger cette entreprise. Et parmi ses enfants, il n'en avait pas. Et parmi ses petits-enfants, le seul garçon ingénieur qu'il y avait est un de mes cousins, et c'est pas du tout quelque chose qui l'intéressait. Donc du coup, en fait, ma génération n'a jamais été intéressée à ça. Parce que dans son esprit, c'était un garçon qui... dans son esprit. Et puis il me l'a très clairement dit. D'ailleurs, quand il m'a proposé d'envisager ce challenge, il m'a clairement dit, je n'ai jamais pensé à toi parce que tu étais une fille. Voilà. Voilà. Les deux seules périodes où l'entreprise a été dirigée par des femmes... ce sont les 2 guerres mondiales, tout simplement parce que les hommes étaient partis sur le front. Mais sitôt la guerre terminée, hop, les hommes ont repris ont demandé à madame de retourner vite au fourneau et de s'occuper de l'entreprise. Donc c'est la Vous avez une anecdote sur la Seconde Guerre mondiale qui est assez intéressante. Alors après, dans la famille, je redécouvre en fait à travers un peu toutes les archives et les histoires de famille de ma famille en fait. Je suis retombée sur une archive qui a été écrite d'ailleurs par un journaliste américain qui mettait en exergue un peu l'histoire de mon arrière-grand-mère. Qui expliquait qu'à l'époque, elle avait traversé l'Atlantique, d'ailleurs dans le bateau qui avait récupéré les naufragés du Titanic, c'était le même bateau. Donc elle avait traversé l'Atlantique, donc en pleine guerre mondiale, avec les sous-marins allemands qui coulaient la moitié des bateaux, pour aller sur le territoire américain, rencontrer les fournisseurs qui à l'époque nous livraient les fonderies des machines à coudre, pour leur demander de continuer à nous livrer malgré la guerre, et malgré le fait qu'on ne soit pas en capacité de les payer avant la fin de la guerre. Voilà. Et le fournisseur américain a été tellement bluffé par le courage de mon arrière-grand-mère qui lui a dit bon, on fait comme ça. Et du coup, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'activité de Timonier a pu continuer parce qu'on a pu continuer à avoir des fournisseurs qui nous livraient la matière première sans être payés. Et on les a remboursés à la fin de la guerre. Et elle a été remerciée, cette grand-mère, cette aïeule, oui. en retournant s'occuper du restant de la famille. Bien. Spécial quand même. Vivre à mon époque. Alors, on revient à votre grand-père. Est-ce qu'il a tout de suite l'idée de vous propulser à la tête de l'entreprise quand il fait appel à vous, ou uniquement il vous laisse entendre que vous débrouillez bien? Non, alors très clairement, il m'indique que si je rentre dans l'entreprise, c'est pour envisager de reprendre la direction future. Sachant que d'un commun accord, quand j'envisage de faire ça, déjà je lui dis je reprends des études parce que on ne devient pas d'un seul coup chef d'entreprise. Vous n'êtes pas préparé à la direction de l'entreprise. C'est pas en étant ingénieur qu'on apprend ça. Et puis je lui dis, puis la deuxième chose, c'est que l'entreprise ne me connaît pas et je ne connais pas l'entreprise. Donc on se laisse le galop d'essai pour se dire ça colle pas aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, pour se dire on essaye, on fait un bout de chemin ensemble, puis si ça prend tant mieux. Donc ça a très bien pris. Et voilà, vous commencez par un MBA donc à EM Lyon et dans l'entreprise donc vous allez occuper différents postes, chef de projet, directrice technique, directrice générale adjointe et financière. Tout à fait. Et puis après, derrière, je récupère le rôle de président derrière mon grand-père, donc je deviens PDG en 2009. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que vous arrivez à une période qui est compliquée pour l'entreprise. Ça va pas très bien. Il y a des licenciements. Hein. En gros, vous divisez les effectifs par 2. Plus que par 2. Ouais. 230 à peine 60. Il faut mettre les mains dans le cambouis et, on peut le dire, faire le sale boulot, quoi. Alors, c'est même pire que ça. C'est pas une question de se dire qu'on fait un sale boulot, c'est que ce sont des expériences quand on le vit en termes d'entreprise, en particulier quand ce sont des petites entreprises, qui marquent profondément, qui marquent dans les tripes, qui marquent dans le cœur, qui marquent... Et en même je comprends qu'il y ait tant de patrons qui finalement n'arrivent pas à temps à prendre les mesures nécessaires, parce que c'est très compliqué de couper des bras, de couper des jambes en se disant qu'il faut qu'on essaye de sauver le tronc pour avoir une chance de repartir, alors qu'on connaît les personnes, alors qu'on connaît pour un certain nombre d'entre eux leur situation familiale ou même leur famille. Et c'est vraiment humainement une épreuve, c'est vraiment une épreuve. Mais en même temps, ça fait partie
intégralement de notre boulot que de pouvoir faire ça. Clairement, Timonier a frôlé le dépôt de bilan, on peut le dire. Ah bah, on a été une semaine du dépôt de bilan, je vais être très clair. On revient de très 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 loin. Voilà. Alors comment est-ce que vous avez redressé la barre, Alors déjà, c'est pas toute seule. Oui. C'est clair, c'est vraiment l'investissement à l'époque de tous ceux qui étaient dans l'entreprise. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui me caractérisent par contre. C'est que j'ai fait le choix avec les collaborateurs d'être vraiment transparente. Sachant que je suis partie du principe que de toute façon, si on relevait les choses, déjà, on ne peut pas les relever tout seul. Et la deuxième chose, c'est que quand une entreprise ne va pas bien, les collaborateurs, déjà, le savent, mais ils ne savent pas mesurer jusqu'à quel point ça ne va pas bien. Et de pouvoir leur dites clairement voilà, tout. De pouvoir clairement leur dire, j'ai fait le pari de leur dire vous êtes suffisamment mature et responsable pour savoir les informations que vous pouvez colporter à l'extérieur ou pas. Mais en même temps, je préfère vous dire la vraie vérité plutôt que vous alliez monter des films qui soient peut-être même pires que ce qui nous arrive maintenant. Voilà. Et de manière à ce que vous puissiez aussi agir au mieux des intérêts de l'entreprise pour lui donner une chance de repartir. Voilà, donc c'est vraiment un pari que j'ai fait. Et c'est comme ça que vous allez décrocher, j'ai envie de dire, le respect des salariés et acquérir la légitimité? Alors, ça s'est fait à la fois à travers ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est effectivement apprécié. C'est vraiment comme ça que je suis câblée, donc je n'envisage pas de faire autrement que d'être dans de l'honnêteté et de la transparence vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi. Mais aussi, c'est un certain réalisme de pouvoir dire, voilà, avec ce qu'on a dans la besace, avec les talents qu'on a en interne, voilà de manière raisonnable ce qu'on peut envisager de faire cette année et puis après l'année suivante. Et je me souviens que les premières années, quand je suis arrivée un peu avec ces projections en me disant, voilà ce qu'on va arriver à faire cette année, on fait, Sylvie, tu vas te faire plaisir, mais c'est n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Sauf qu'à la fin de l'année, on y était. Et puis quand l'année suivante, j'ai refait l'exercice, on a dit non mais Sylvie, c'est bon, on ne va pas continuer. Et on y était encore à nouveau. Donc en 2009, la passation de relais entre votre grand-père et vous. Et qu'est-ce qu'il vous a dit le jour où il a quitté l'entreprise et où vous a passé le manche? Alors, il n'a pas du tout quitté l'entreprise, en l'occurrence. Il m'a juste passé la présidence. Non, en fait, quand je suis rentrée dans l'entreprise en 2002, mon grand-père y était tous les jours. On était dans le même bureau, d'ailleurs, et il continuait à dessiner les machines. Il a toujours adoré faire ça, et il a continué à faire ce pan technique. Mon grand-père a pris du recul par rapport à l'entreprise à partir de fin 2006, début 2007, quand dans le dernier plan de licenciement, malheureusement, qui a été mené d'ailleurs par un mandataire ad hoc, le président du tribunal avait mentionné un mandataire pour pouvoir accompagner l'entreprise, et donc mon grand-père avait été mis sur le côté, mis sur la touche, et ce mandataire ad hoc a mené le dernier plan de licenciement de l'entreprise. Et dans ce plan de licenciement, de manière très difficile à vivre, il y a eu un de mes oncles. Et là, j'ai une famille qui a temporairement un peu explosé en vol à cette époque. Et mon grand-père ne supportait plus en fait le regard de ses enfants au quotidien dans l'entreprise. Et il a pris du recul, physiquement du recul. Voilà. Donc il a arrêté de venir à peu près à l'entreprise régulièrement à partir de 2007. Donc en 2009, quand moi je récupère la présidence, mon grand-père était déjà, s'était déjà retiré physiquement. Alors, on a beaucoup parlé de vous. Flashback maintenant sur Timonier. On va découvrir quelques grandes dates. Donc, 1830, c'est Barthélemy Timonier qui dépose le brevet de la machine à coudre. Tout à fait. Et l'entreprise en tant que telle, elle va se créer en 1870. C'est son fils qui va créer l'entreprise, effectivement, parce que l'invention de Barthélemy, c'est de pouvoir créer une machine à coudre qui coud avec un fil, parce qu'il est tailleur de formation et il va chercher à reproduire mécaniquement le geste qu'il fait. Et 2 ans plus tard, Singer, aux États-Unis, dépose le brevet de la machine à coudre, mais avec 2 fils. Et là où l'invention de la machine à coudre chez Singer a été perçue comme un complément à la couture, eh bien, il est vécu comme une concurrence totalement déloyale en France avec l'invention de Barthélemy. Donc Barthélemy n'a jamais pu utiliser de son vivant le brevet, le rentabiliser, et c'est son fils qui va créer l'entreprise avec de la couture surtout à 2 fils. Voilà, développement de l'entreprise, France et export. Tout à fait, on commence à faire, mais c'est plutôt de l'export, plutôt Europe, Europe proche. Pour l'activité machine à coudre. Et puis, fin de la Seconde Guerre mondiale, fin des années 40, début des années 50, le développement d'une nouvelle activité qui va devenir votre activité principale, la fabrication de machines d'emballage souple. Alors en fait, on commence à découvrir, après la Deuxième Guerre mondiale, les matériaux plastiques. Et en particulier dans les matériaux plastiques, le PVC. Et la problématique du PVC, c'est que ça ne se soude pas par chaleur. Et le monde de la mode se prend d'amour pour ce matériau.
Voilà. Et donc on a un industriel qui vient nous voir pour nous demander de coudre un imperméable en PVC, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Et mon grand-père se dit, c'est quand même dommage de coudre un imperméable, ça va faire des trous, il sera plus très étanche, mais en plus, ça vient le fragiliser. Et il va créer pour la première fois, sur une ancienne machine à coudre, hein, donc on a encore le truc avec les pédales et autres, il va remplacer l'aiguille par une molette et faire passer de la haute fréquence cette molette, et va inventer cette fameuse soudure haute fréquence pour pouvoir souder le PVC. Voilà, soudure haute fréquence, PVC. Et puis les machines d'emballage souple, donc pour différents secteurs, on a découvert là dans l'entreprise, les images qu'on voit en ce moment, pour différents secteurs, donc à la fois pour l'alimentaire. Alors l'alimentaire aujourd'hui c'est la plus grosse partie de notre activité médicale. L'exemple c'est les compotes, hein, par exemple. Alors deux grands types de poches. La première effectivement le sachet Doipac qui est un sachet souple qui tient debout dans lequel on trouve le sucre, pâte à gâteau, compote. Tout ce qui est sachet pour emballer l'eau, lait, jus de fruits mais qu'on trouve quasi exclusivement à l'export, au grand export en particulier. Le monde médical. C'est les sachets coussins. Hein. Sachets coussins, tout à fait. Donc un peu la forme de l'oreiller sur lequel vous dormez en plus petit, mais dans lequel, typiquement en France, on va connaître les briques. Voilà. Et ben dans 9 pays sur 10 sur le globe, on va utiliser sachets coussins. Le monde médical. Le monde médical, donc c'est les poches de sang par exemple. Tout ce qui est poche de perfusion, donc poche à soluté, poche à sang, poche à urée ou autre. Troisième monde qui est un monde de détergence et de cosmétiques, où on va retrouver les berlingots de Javel, d'adoucissant, où on va retrouver tout ce qui est éco-recharge, donc à nouveau en Doipac, pour pouvoir suivre un peu la mode écologique et éviter de refaire les bidons. Et puis un dernier pan, industrie très large, qui va utiliser les technologies de soudure et non plus de remplissage. Et là, on va aussi bien travailler sur des presses et des générateurs qui vont faire des bâches de piscine que des gilets pare-balles ou protège-caillet ou matelas orthèse, enfin une activité vraiment très très variée. Voilà, donc en quelques chiffres aujourd'hui, on va le découvrir, hein, Timonier, en 2018, donc c'est à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Près de 80 salariés, hein. Donc oui, vous avez réembauché ces dernières années. Oui. Plus de 80% de votre activité à l'export. Oui, même presque 85%. 85, on peut le dire, voilà. Et 15% de votre chiffre d'affaires est investi dans la recherche et le développement. Oui, entre 10 et 15%, mais ces dernières années, on est plus proche, même au-dessus de 15% actuellement. Oui. Voilà, et on peut dire qu'il y a plus de 3000 machines en fonctionnement dans le monde entier. Vous vendez entre 120 et 150 pays suivant les années. Oui, c'est ça, à peu près. Donc aujourd'hui, on doit avoir à peu près 10 à 15 000 machines qui ont été produites et on estime qu'il y en a à peu près un peu plus de 3000 qui tournent toujours en fonctionnement dans les ateliers. Si on essaye de se projeter, de voir un peu l'avenir de Timonier, quelle stratégie rester indépendant, se rapprocher d'un groupe un jour Alors aujourd'hui, Timonier, ça reste une petite entité. Hein. Notre terrain de jeu est très grand. Nos concurrents ont choisi chacun des secteurs d'activité dans lesquels, un des secteurs d'activité dans lequel on est. Ils sont à peu près tous plus gros que nous, à technologie équivalente. Donc pour arriver à gagner un peu en capacité de pouvoir mener de front les différentes technologies que l'on mène, Timonier a besoin de continuer à se remplumer. Donc jusqu'à présent, on était vraiment sur une croissance organique de l'entreprise. Et là, on est en train de commencer à réfléchir un peu à des croissances un peu extérieures à l'activité juste purement organique qu'on avait jusqu'à présent. Donc, croissance externe, donc croissance externe ou implantation. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui en explorant de nouveaux secteurs dans lesquels vous n'êtes pas. Ou surtout, alors soit en explorant, parce qu'on explore déjà beaucoup de choses, soit surtout en essayant de renforcer l'action qu'on peut avoir sur certains secteurs. Après, si ce sont de nouveaux secteurs, ça sera surtout de nouvelles technologies, ou ça sera en amont, en aval de l'application que l'on peut avoir. Et pour nous accompagner là-dedans, depuis le mois de septembre, nous avons intégré le programme accélérateur PME de BPI France. BPI France. Voilà, qui existe au niveau national et qui vient juste de créer une promotion un peu plus régionale. Donc nous sommes 15 entreprises à avoir intégré cet accélérateur. Mais effectivement, du coup, on part avec eux pour qu'ils nous accompagnent pour aller encore plus vite. On va dire un mot, le temps file très vite. L'industrie du futur vous passionne. Hein, vous êtes aussi vice-présidente au niveau national de la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Pour vous, clairement, l'industrie en France et en Europe a encore de beaux jours devant elle. Non seulement elle a de beaux jours, grâce entre autres au digital, non seulement elle a de beaux jours, mais je dirais elle est incontournable. Là, la France, le monde va avoir besoin de faire face à des enjeux qui sont absolument fous. La démographie va pratiquement doubler d'ici une dizaine d'années. On va faire face à des enjeux de nourriture, de santé, de mobilité. Et toutes les réponses qu'on va pouvoir trouver à ces différents enjeux vont obligatoirement passer par des réponses physiques
Et ces réponses physiques, c'est l'industrie qui va les amener. Et vous donc, dites aujourd'hui, la transition numérique, le digital, c'est la deuxième chance de l'industrie. Je dis que c'est ce qui a déclenché un certain nombre de choses. Parce que pour moi, le digital en soi, c'est plutôt le numérique d'ailleurs, le numérique en soi, ça a été un peu comme a été l'imprimerie, un facteur déclenchant qui fait que le savoir s'est propagé de manière différente. Là, c'est pareil. Le numérique permet à l'information de se propager de manière complètement différente. Donc, ça a éliminé les barrières de distance, les barrières de temps et les barrières d'accès à la connaissance et à la multiplicité de la connaissance. Et ça permet aujourd'hui à un certain nombre à la fois de métiers de complètement se transformer, de business model, même d'entreprise, de complètement évoluer. Et l'énorme challenge auquel va avoir faire face les chefs d'entreprise déjà aujourd'hui, mais encore plus demain matin, c'est d'arriver à envisager comment capter la valeur ajoutée de nos entreprises, parce que c'est quand même ça qui nous fait vivre, comment arriver à la capter à travers ces nouvelles opportunités technologiques qui viennent se présenter. Et entre autres, à partir du numérique. Mais pour moi, l'industrie du futur, c'est bien au-delà de la technologie. Pour moi, avant tout, l'industrie du futur, c'est l'homme, un vrai capital humain. Et aujourd'hui, ce capital humain, il faut pouvoir arriver à l'accompagner, tant sur les métiers qui vont devoir se créer demain, parce qu'on va vraiment en avoir besoin au niveau de l'industrie, mais sur l'accompagnement en formation continue de nos collaborateurs. C'est sur l'environnement économique, sociétal et environnemental, puisqu'en France, on a vraiment cette approche très forte. Voilà, et puis technologique, bien sûr. Allez, Sylvie Guinard, on va passer à la question qui fâche, le sujet qui dérange. Ah. Sylvie Guinard, le monde patronal à Lyon notamment reste assez macho, voire dans certains cas misogyne. Est-ce que vous en avez souffert personnellement? Alors pas du tout. C'est la question qui fâche, ça me va bien alors. Non, alors quelqu'un vraiment... comme Laurence Parisot par exemple, elle a été malmenée par certains barons patronaux. Est-ce que ça a pu vous choquer quand certains disaient Laurence Parisot, c'est Laurence Parissotte? Alors moi je vais être très claire. Alors je ne sais pas si ça tient du monde industriel dans lequel je gravite, mais... très clairement, le fait d'être une femme, pour moi, est un vrai atout. Vraiment. J'ai plus eu en face de moi des comportements qui ont été, entre guillemets, un peu plus protecteurs que misogynes. Voilà. Professionnellement, ça m'est arrivé une seule fois, et puis ça n'avait rien à voir avec le monde patronal, de me retrouver vraiment confrontée à cette culture hyper misogyne. Non, vraiment, sur le monde patronal, pas du tout. Après, par contre, je pense que ce soit au niveau patronal, politique, syndical ou autre, je pense qu'à partir du moment où il existe un certain nombre de mandats nationaux sur lesquels les enjeux ne sont pas des enjeux de constructifs, mais des enjeux de posture, je pense effectivement que là, la nature humaine, et en particulier masculine, puisqu'elle est plus représentative à cet endroit-là, peut être virulente, vraiment virulente. Sylvie Guinard, un jour président du MEDEF Lyon-Rhône, pourquoi pas? Typiquement, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Tout autre sujet, vous avez évoqué la politique, les déclarations de Laurent Wauquiez devant les étudiants de Lyon sur les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Il a dit, le MEDEF et la CPME, ce sont les plus catastrophiques. Ils ne pensent qu'à prendre l'argent, ne se soucient pas de savoir si ça augmente les cotisations des entreprises. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne peux pas arriver à valider des propos comme ça. Je ne peux pas arriver à valider en fait un comportement comme ça, à aller systématiquement chercher à tourner les gens les uns contre les autres. Ce que je trouve extraordinaire sur la place de Lyon et de la région, c'est cette envie de construire ensemble avec des affinités qui sont différentes. Mais pour autant, l'intérêt, c'est l'intérêt du bien commun. Et c'est se dire comment est-ce qu'on construit ensemble la suite. Et la latitude qu'il a, lui, c'est vraiment diviser pour mieux régner. Et ça, je ne peux pas porter caution. Voilà. Très bien. Quelle que soit la personne visée. On finit avec des questions plus personnelles. Le questionnaire de Proust, Sylvie Guinard. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez? Les valeurs auxquelles je crois, on va reprendre un peu celles qui sont un peu portées par l'entreprise, parce que je les porte aussi beaucoup. L'optimisme, une vraie foi en l'avenir et une vraie foi en l'homme, vraiment profondément. Votre plus grande fierté d'entrepreneur? Notre plus grande fierté d'entrepreneur, ça a été la première fois où, alors de dirigeant, c'est la première fois où j'ai pu réactiver de l'intéressement pour les collaborateurs.
Et d'entrepreneur, je pense que c'est le jour où je me suis décidée à racheter l'entreprise. Est-ce que vous avez un regret ou des remords? Un regret ou des remords? Oui, sans doute. Déjà, d'avoir mis beaucoup de temps à... Alors peut-être qu'il y en a qui mettent une vie entière, mais moi, j'ai l'impression quand même beaucoup de temps à finalement me identifier que le collaborateur et le talent du collaborateur, c'était la force vive et ce qui me permettait de transformer l'entreprise. Donc j'ai perdu déjà quelques années dessus. Votre qualité principale et votre défaut principal? Je suis hyper curieuse. Vous auriez pu être journaliste alors? Peut-être. J'aurais pu être plein de choses. Et puis après, le défaut principal, c'est que, mais ça va surtout être pour les autres, parce que pour moi, ça ne me pose pas de problème, bien sûr, c'est que je fais beaucoup de choses et je peux être fatigante pour mes collaborateurs. Votre juron préféré? Mon, pardon? Votre juron préféré? Mon juron préféré? Oui. Mince alors. Oh. Non, juron. Votre mot préféré non. alors? Notre mot préféré, merci. Est-ce que vous avez une devise, Sylvie Guinard? Alors c'est la devise de la famille, qui est quod vis esse velis, et qui signifie pour être ce que tu veux, il faut le vouloir. Et enfin, pour finir, un message ou un conseil à un jeune qui voudrait créer une entreprise, pardon. Eh bien déjà, il faut oser, il faut y aller, il ne faut pas hésiter en fait, et puis on rebondit toujours. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie Guinard, d'être venue dans Réussite d'entreprise. Prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 28 mars. Nous accueillerons Christophe Catoire, le patron d'Adecco en France. Merci, au revoir. Au revoir.